Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous décrypterons ensemble quel profil d'acquéreur ou d'investisseur il faut être pour pouvoir acheter à Paris alors que les prix viennent de descendre en dessous des 10 000 euros du mètre carré en moyenne, bien sûr. Nous en parlerons dans un instant avec Sandrine Alonier, porte-parole de Vous Financer, mais aussi de l'Adresse. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à un premier bilan en matière d'assurance vie un petit peu avant la fin de l'année pour tenter de comprendre quelles sont les dynamiques à l'œuvre sur l'assurance vie et notamment les fonds euros en 2023. Nous en parlerons avec Benoît Lombard, président de la maison Laplace. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil du CGP, nous serons rejoints par Régis Yankovici, fondateur et dirigeant de luxavie.fr pour faire un premier bilan, cette fois-ci, des marchés boursiers. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'acquisition immobilière ou à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons tenter de comprendre aujourd'hui quel profil d'acquéreur il faut avoir pour pouvoir acheter à Paris. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Sandrine Alonier. Bonjour Sandrine Alonier. Bonjour. Vous êtes porte-parole de Vous Financer, mais aussi porte-parole de l'Adresse. Vous Financer et l'Adresse qui ont mené une étude sur la capacité financière dont il faut disposer pour pouvoir acheter un appartement à Paris ou une maison, mais à Paris c'est quand même plus souvent des appartements. Alors vous êtes parti d'un postulat de base, c'est pour acheter 75 mètres carrés à Paris, combien il faut gagner? Et alors évidemment, on regarde les niveaux de prix à Paris pour cela, Sandrine Alonier. Oui, tout à fait. On a voulu faire cette étude parce que les prix à Paris viennent quand même de franchir la base symbolique des 10 000 euros le mètre carré. Donc franchir, repasser en Bien dessous. sûr, oui. Ça, ce n'était pas arrivé depuis 2019. Donc c'est ce qu'on peut percevoir comme une bonne nouvelle, une accalmie du marché. Sauf que malheureusement, dans le même temps, les taux de crédit sont passés de 1,20 en 2019 à plus de 4% maintenant. Donc finalement, malheureusement, cette baisse des prix a été gommée, et plus que gommée par la hausse des taux. Donc, ce qu'on ne paye pas en fait en prix, on le paye en coût du financement. C'est ça ce que vous nous dites, voire même plus en coût du financement que ce qu'on aurait payé en prix. Tout à fait. Donc aujourd'hui, la baisse des prix à Paris, même si elle est plus significative que dans le reste de la France, on est aux alentours de 6% en seulement un an. Donc c'est l'une des villes qui a connu la plus forte correction, puisque c'était celle qui avait aussi la plus augmenté. Et bien aujourd'hui, malheureusement, cette correction n'est évidemment pas suffisante au regard des hausses des taux qui en seulement un an ont augmenté de 2 points. Et du coup, c'était quand même assez amusant, je voudrais dire ironiquement, bien sûr, de voir aujourd'hui combien il faut gagner pour pouvoir réussir à acheter à Paris. Alors, vous êtes parti d'une base de 9 760 euros par mètre carré, donc en dessous de la barre des 10 000 euros. Et ça, ce n'est pas des chiffres qui sortent de nulle part. C'est les notaires du Grand Paris qui l'ont constaté aujourd'hui, ce recul finalement des prix de l'immobilier. Tout à fait. Ça, c'est une prévision basée sur les avant-contrats qui se signent maintenant. Et du coup, ils pensent qu'en janvier, on sera à 9 760 euros le mètre carré, en effet. Donc, on est parti de ces 9 760 euros. On s'est dit, pour acheter 75 mètres carrés, qui est quand même une surface bien suffisante pour loger au moins une famille de 4 personnes. Bien sûr. Bien, résultat, avec seulement 10% d'apport, il va falloir emprunter plus de 730 000 euros sur 20 ans à 4,20%. Ça fait des mensualités à plus de 4 500 euros par mois. Et comme vous le savez, le taux d'endettement est limité à 35%. Bien sûr. Ça veut dire ça, c'est en lien avec les normes HCSF. Tout à fait. Il faut gagner plus de 3 fois plus que la mensualité pour pouvoir accéder à la propriété. Un appartement de 75 mètres carrés à Paris, ça nous fait donc 13 680 euros par mois. Ça correspond seulement à 3% des ménages en France. Donc 13 680 euros par mois, par foyer. Donc, net à deux. Tout à fait. Et ça, c'est pour acheter un 75 mètres carrés à Paris avec les normes de prix qui existent à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de
de foyers à Paris qui gagnent 13 680 € et qui cherchent un 75 mètres carrés? Du coup, en fait, évidemment, ça concerne très peu de gens. Alors, il y a quand même des leviers qui permettent à des gens d'acheter. Souvent, les gens n'ont pas que 10% d'apport. 70 000 € d'apport quand on veut acheter un bien à plus de 700 000 €, c'est pas suffisant. D'accord. Ça va être, par exemple, des secondo-accédants, des gens qui revendent un bien plus petit ou plusieurs studios pour acheter un appartement plus grand. Donc, dans ces cas-là, évidemment, le revenu nécessaire est un peu inférieur. Bien sûr. Mais globalement, on le sait, aujourd'hui, les primo-accédants ont quitté la capitale. Les gens viennent faire leurs études là, sont locataires avec les difficultés qui existent. Mais aujourd'hui, il y a quand même très peu de familles qui arrivent encore à acheter à Paris. Mais mettons un couple de primo-accédants aujourd'hui à Paris, c'est quoi? C'est 25 ans, mettons jusqu'à 30 ans. On peut s'acheter quand même un appartement à Paris quand on est primo-accédant et qu'on gagne, je sais pas, 2 à 3 000 € chacun par mois. Donc on pourrait aller jusqu'à 6 000 € par foyer? Alors, on va pouvoir acheter, si on a de l'apport personnel, souvent une aide familiale qui va permettre d'acheter une surface suffisante dans laquelle vivre. Parce que sinon, avec en effet 6 000 € de revenus, ça fait une mensualité de 2 000 € par mois. Et malheureusement, ça fait un budget qui sera beaucoup trop faible. Ça fait même pas 400 000 €. Et résultat, on aura 40 mètres carrés. C'est pas forcément le bon choix si on veut faire des enfants, etc. Ce qu'il faut pas oublier, que pour qu'un achat immobilier soit intéressant, il faut le garder suffisamment longtemps pour qu'on puisse amortir les frais de notaire. Donc il faut s'y projeter. Voilà, il faut pouvoir le garder 7, 8, même 9 ans si possible. Donc aujourd'hui, la solution, c'est que les gens font le choix d'aller acheter en dehors de Paris, dans la plupart des cas. Et c'est pour ça qu'on a eu cet effet ricochet avec les prix en Île-de-France, les appartements d'Île-de-France, qui ne baissent quasiment pas, puisqu'il y a cet effet ricochet avec une demande qui reste soutenue. De ceux qui quittent Paris ou le centre de Paris pour aller un petit peu plus loin. Et là, on parle de quoi? Des primo-accédants ou de tout type de profil d'acquéreur aujourd'hui? Alors, on parle à la fois de primo-accédants, qui évidemment n'ont pas d'autre choix pour acheter une surface suffisante dans laquelle vivre, des secondo-accédants qui, post-Covid, veulent un extérieur. D'accord. Donc là, qui vont vers des maisons en Île-de-France. Et ça, c'est une tendance qu'on constate toujours fin 2023? C'est une tendance qu'on constate toujours, tout à fait. Ça, et l'essor vers les villes moyennes. D'accord. Et même des investisseurs, aujourd'hui, évidemment, commencent à faire le choix d'investir hors de Paris, puisqu'on a des niveaux de rentabilité qui vont être supérieurs. Et c'est pour ça que là, on a une chute des transactions à Paris qui est inédite, alors qu'elle ne concerne pas d'autres villes. Bon, et on va évidemment pas faire de politique ici, mais je pense que la gestion de la ville aussi peut avoir eu un impact sur cette envie, des Français de quitter Paris. Pour ceux qui voudraient quand même acheter à Paris pour une raison ou une autre, est-ce qu'il existe des leviers lorsque l'on ne gagne pas 13 700 € à deux pour quand même réaliser une acquisition immobilière à Paris? Oui, alors, donc ce qu'il va falloir faire, c'est emprunter sur la plus longue durée possible. Là, on est parti dans l'étude sur 20 ans, mais il faut savoir que si on part plutôt sur 25 ans, on va emprunter 17 000 € de plus de capacité d'emprunt. Et résultat, au lieu de gagner 13 800, il faudra gagner 12 500. Donc voilà, ça fait quand même un petit écart. Bien sûr. Non, mais globalement, allonger la durée. Puis là, il va y avoir quand même une nouvelle norme du Haut Conseil où si on fait 10% du montant du bien en travaux, on va pouvoir aller sur 27 ans. D'accord. Donc déjà, là, sur 27 ans, ça peut redonner 3-4 mètres carrés supplémentaires. Donc acheter des appartements à rénover du coup. Acheter des appartements à rénover parce qu'en plus, les passoires thermiques, vous le savez, il y en a beaucoup à Paris, notamment pour les petites surfaces. Et là, on va pouvoir avoir une décote jusqu'à 20%. C'est des agents immobiliers, l'adresse, qui sur le terrain nous le disent. Dès lors que la copropriété est pas très bien entretenue, qu'on est sur des DPE F ou G, parce qu'il y a des difficultés de faire des travaux et du coup les investisseurs ne pourront pas les louer, là on peut avoir sa carte à jouer. Surtout que le DPE pourrait être revu. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui acheter une petite surface décotée F ou G, mais il pourrait le revoir sur les petites surfaces puisqu'il y a un biais lié à la surface et dans ces cas-là le DPE pourra passer en E avec une plus-value potentielle sans même avoir fait les travaux. Alors là on est au conditionnel parce que c'est pas encore acté, mais ça pourrait être quelque chose effectivement qu'on peut anticiper. Je vous donne des petits tips. Il y a aussi acheter des souplex. À un moment c'était la grande mode, ça l'a été moins. Acheter un souplex ça permet aussi d'avoir une décote sur le prix. D'accord. Je sens que ça vous fait pas rêver. Non, mais... je vous l'avoue. Mais il n'empêche que ça peut être des solutions ou un bien avec défaut. Il faut savoir que les premiers étages ou les 5e, 6e sans ascenseur peuvent aussi avoir une décote de 5 ou 10%. Une question sur ces 5e, 6e sans ascenseur ou sur ces souplex, c'est pas une question de faire rêver ou pas faire rêver, mais est-ce qu'on arrivera à le revendre derrière, même si on l'a acheté avec une décote aujourd'hui? Alors ça dépend évidemment du marché et des tensions du marché. Aujourd'hui, on est dans un contexte où les prix à Paris n'ont pas
forcément suffisamment baissé, on l'a dit, et où les délais de vente se sont considérablement allongés. On peut mettre jusqu'à un an pour vendre un appartement. Donc évidemment, ça va être les biens sans défaut qui vont partir le plus rapidement possible. Il faut savoir si on achète pour faire une plus-value, ça je pense qu'il faut oublier cette période-là, elle est aujourd'hui derrière nous, ou si on achète pour se loger. Voilà, si on a la volonté d'acheter à Paris et d'acheter pour se loger, il va falloir évidemment faire des concessions compte tenu évidemment du niveau des prix et du niveau de salaire. Merci beaucoup Sandrine Allognier de nous avoir accompagnés dans les clés de l'IMO. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Vous Financer et l'adresse. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. L'année 2023 vient tout juste de se terminer et nous allons tenter de dresser un premier bilan en matière d'assurance vie. Alors nous n'avons pas encore de chiffres officiels, mais pour autant nous pouvons quand même nous poser la question de la stratégie que l'on peut avoir vis-à-vis de cet investissement ou en tout cas de ce véhicule d'investissement. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Benoît Lombard. Bonjour Benoît Lombard. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes président de Maison Laplace. Alors beaucoup de questions sur l'assurance vie, le niveau de collecte, les bonus peut-être qui seront ou qui ont déjà été réalisés pour bonifier un petit peu les rendements de fin d'année. Mais peut-être avant d'aller sur des questions très investisseurs, un mot sur l'assurance vie au sens large et le cadre que cela offre lorsque l'on veut gérer son patrimoine ou préparer sa succession par exemple. Mais c'est important de le rappeler, parce que l'assurance vie, c'est un véhicule original de placement où vous confiez vos capitaux à l'assureur, à charge pour lui de le fructifier selon deux grandes orientations de gestion. Soit un fonds euro, on va en reparler, bien sûr, soit des unités de compte qui sont elles-mêmes représentatives d'instruments financiers que sont des SCPI, des SICAV, des OPC, du prêt equity aussi aujourd'hui. Donc tout un tas d'instruments différents, des MTM également. Donc tout ça pour rappeler le point fondamental, c'est une créance que l'on détient contre un assureur. Je confie mon argent à un assureur à charge pour lui de le faire fructifier selon les orientations de gestion qu'on a définies. Mais c'est bel et bien une créance. C'est-à-dire que je me déleste de capitaux entre les mains de l'assureur. Et s'il fait défaut, eh bien, moi, je ne perdrai mon argent, sauf la garantie, bien évidemment, qui est, à mon sens, un peu illusoire. Est-ce qu'on peut parler d'un cadre protecteur? On le lit souvent dans la presse, cadre protecteur de l'assurance vie. C'est pourquoi? C'est d'un point de vue fiscal, d'un point de vue protection du patrimoine? Qui est important. Donc, c'est que l'assurance vie est dérogatoire du droit commun, dérogatoire du droit commun en matière d'impôt sur le revenu, bien sûr, à la fois parce que la fiscalité, même s'il y a la flat tax, mais au bout de 8 ans, il y a une petite carotte fiscale, aujourd'hui, quel que soit le montant qu'on y affecte, dérogatoire en matière de transmission successorale, puisqu'on est en dehors du cadre de dévolution successorale légale, il est hors la succession, l'article L132.12 et L113 du Code des assurances nous le précise bien, dérogatoire aussi parce que les capitaux qui sont placés au sein de l'assurance vie sont insaisissables en tant que tels. Donc on voit qu'il y a un mécanisme original qui est, et je répète une nouvelle fois, dérogatoire du droit commun. Quand vous dites que c'est une créance, ça veut dire qu'on ne peut pas perdre son argent quand on est dans une assurance vie, quand on l'a placé dans une assurance vie, parce que de toute façon, la compagnie d'assurance nous devra cet argent, ou au moins le capital? Sauf si la compagnie d'assurance, elle fait défaut. D'accord, bien sûr. Auquel cas, il y a une protection qui est offerte par l'ensemble des assureurs. Donc il y a un fonds de garantie, mais ce fonds de garantie, l'assurance vie, 1900 milliards d'euros d'encours, c'est énorme. Donc, mais dans les 1900 milliards d'euros, il est évident que le fonds de garantie ne représente pas du tout ce montant-là. Il représente peut-être même pas, je crois, 3-4 milliards d'euros. Donc ça fonctionne s'il y a une compagnie qui fait défaut. Mais s'il y a un ensemble de compagnies qui fait défaut, il est évident que là, nous sommes en risque systémique et en éclatement. Mais on n'est pas à ces niveaux-là. Donc, puisqu'aujourd'hui, les ratios de solvabilité qui sont notés, qui nous permettent de noter, de définir, parce que l'assurance vie, on rappelle que Solvency 2 a augmenté le ratio de fonds propres nécessaire pour les assureurs. Aujourd'hui, on est à 233% de ratio de solvabilité, c'est-à-dire qu'on est à un peu plus de 2 fois le capital nécessaire pour faire face aux engagements de l'assureur. Donc il n'y a pas de risque zéro, mais c'est plutôt rassurant quand même sur la situation à l'heure actuelle. Ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet, c'est un petit peu de tenter de comprendre un petit peu ce qui se joue sur cette année 2023 en matière d'assurance vie. On a pu lire qu'il y avait des risques de décollecte, d'autres disent que non, ça continue à collecter. Qu'est-ce que vous constatez, vous, au quotidien? On n'a pas encore donc, les chiffres définitifs, je les ai pris chez France Assureur. Bien sûr. Donc, chez France Assureur, on a une collecte positive, donc 127 milliards fin octobre, donc c'est le dernier chiffre que on a, 127 milliards de collecte, et puis 125 milliards de prestations, puisque c'est un véhicule qui a aujourd'hui déjà une dizaine d'années, une quarantaine d'années même, donc quand je dis des dizaines d'années. Et donc il y a des rachats, il y a 2 raisons pour lesquelles les capitaux partent de l'assurance vie.
rachat en cas de vie. Donc, vous décidez de retirer une partie de l'épargne, car vous en avez besoin par ailleurs, ou rachat, donc en cas de décès, donc le bénéfice de l'assurance étant octroyé aux bénéficiaires que vous avez désignés. Et donc, il y a 125 milliards de sorties, 127 milliards de rentrées, donc on voit qu'on a une petite collecte positive de l'ordre de 3 milliards, mais cette collecte, elle est inférieur à ce qu'on avait pu connaître. J'ai regardé en chiffre de 2022, on avait une collecte nette de 8 milliards 4, mais en 2021, on avait 18 milliards de collecte positive. Alors évidemment, il y a aussi le PER qui est arrivé. Bien sûr, qui concurrence quelque part. Et qui fonctionne bien. Donc là, c'est hors véhicule du plan d'épargne retraite qui sont émis par les assureurs. Et on sait qu'il y a un peu plus de 5 millions de nos concitoyens qui ont des PER, formidable instrument pour compléter le besoin que l'on aura lorsqu'on partira à la retraite. Mais donc une collecte nette donc, qui est positive. Une collecte nette positive, pour autant les fonds en euros. Alors si on parle des fonds en euros, parce qu'il y a deux stratégies, effectivement, il y a tout ce qu'on va mettre sur un fonds en euros, avec l'idée que c'est du sans risque ou presque, mais qu'on perdrait une partie de la rentabilité. Je dis ça exprès, parce que c'était l'idée qu'on a eue pendant des années. Et ensuite, l'unité de compte où on allait chercher de la performance. Aujourd'hui, on voit des fonds en euros qui voient des taux bonifiés. Alors c'est peut-être plus, ça relève peut-être plus de la stratégie commerciale que d'un... Non, mais c'est une réalité aussi. Donc il faut quand même comprendre que le fonds en euros, c'est un peu plus de 500 milliards. Dans les 1900 milliards qui est en assurance vie, donc c'est quand même une dominante importante, même si la part d'unité de compte augmente d'année en année et dilue corrélativement la part de fonds en euros, ça représente quand même des montants importants puisque c'est un peu plus de 1400 milliards sur les fonds en euros. Et c'est quoi un fonds en euros ? Un fonds en euros, c'est un paquebot. C'est un paquebot qui est géré par l'assureur et qui prend des engagements de long terme. L'assurance vie, c'est sur du long terme. Et donc l'assureur qui détient dans l'actif garanti, donc par la compagnie, et je rappelle qu'on garantit le capital, on ne garantit pas un niveau de performance. Donc l'actif qui est garanti détient à peu près 80% d'obligations, dont un peu moins de la moitié, 45% en obligations corporate et 55% en obligations souveraines. Or, il s'avère que l'année dernière, en 2022, enfin on est en 2024, début d'année, donc en 2022, on a eu le plus fort crack obligataire depuis 1874. Bien sûr. Alors pourquoi ça n'a pas eu d'incidence dans le fonds garanti ? Parce que l'assureur n'est pas en mark-to-market, il est en mark-to-model. Il n'a pas besoin de constater dans ses livres la dépréciation à l'instant T de l'obligation sous-jacente qui est inscrite dans cet actif garanti. C'est la raison pour laquelle il n'a pas de contre-performance sur le marché obligataire, puisque si jamais en 2022 on avait un moins 14, moins 15 sur le marché obligataire, eh bien on devrait avec 80% d'obligations avoir un moins 10 à moins 11. Parce qu'il a acheté des obligations avant 2022 qui auraient pu voir leur valorisation baisser, mais comme effectivement elles ne sont pas arrivées à échéance, il n'a pas besoin de le constater dans ses livres. La dépréciation de la valeur. Quand vous détenez, rappelez-vous, en 2013-2022, on a mis 9 ans pour passer de 3% à 0. Bien sûr. Et puis en 2022, depuis avril 2022, et si on ne raisonne que sur la période 2022, on a mis 9 mois pour passer de 0 à 3%. Bien sûr. Donc on voit une asymétrie parfaite entre la baisse des taux lente et la forte progression du marché obligataire qui a amené le crack que nous avons connu. L'assureur, lui, s'il devait vendre son obligation, il se verrait dans l'obligation de constater la perte. Bien sûr. Oui, bien sûr. Mais si jamais il ne l'a pas fait, c'est parce qu'il est un modèle qui permet de constater, de calculer, sans prendre en considération la dépréciation de la valeur à l'instant T. C'est-à-dire qu'on est en valeur historique et pas en valeur de marché. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a des matelas protecteurs. Il y a des participations pour bénéfice. Donc, et je rappelle que les participations pour bénéfice, c'est une réserve qui est mise. Ça représente à peu près 5% aujourd'hui du gisant de 1900 milliards. 5%, enfin de 1400 milliards, parce qu'on est sur le fonds en euros. Bien sûr. Donc 5% qui sont constitués de participations pour bénéfice. Ces participations pour bénéfice, on a 8 ans pour l'assureur, à 8 ans pour la distribuer. Il y a des réserves de capitalisation aussi, qui sont un peu moins de 2%. Et puis, il y a des plus-values latentes sur le marché obligataire, on parlait de 80%, puisqu'ils sont quand même, les assureurs, depuis le temps qu'ils détiennent ces obligations, légèrement en gain. Et heureusement. Et puis, il y a des plus-values latentes sur l'immobilier, des plus-values latentes sur... c'est ce qui vient alimenter les bonus qu'on peut voir aujourd'hui proposés par certains assureurs. Non, ça ne vient pas de là ? Non. Qu'est-ce qui fait que les assureurs, aujourd'hui, ils ont envie de collecter ? Ils ont envie de collecter parce qu'ils ont envie d'acheter des obligations au prix de marché aujourd'hui. Parce que les rendements sont plus élevés. Parce que les rendements sont plus élevés. L'OAT 10 ans, le souverain 10 ans, il est à 3,30. Le marché même monétaire, aujourd'hui, il est à des niveaux qui sont forts. Rappelons-nous, on est à 4% de taux directeur sur la BCE. Ça veut donc dire qu'on a du 3,5, 3,60, 3,70 sur le marché monétaire, sur une bonne SICAV monétaire. Bien sûr. Et donc, l'assureur veut capter des lapins, capter des liquidités pour pouvoir acheter ces obligations. Et l'on sait qu'on va avoir des baisses de taux qui devraient arriver. On anticipe l'ensemble des marchés. Cette baisse de taux des taux directeurs de la BCE et de la Fed
à horizon 2024, 2025, plutôt. Pour bien 2026 comprendre même. ceux qui nous écoutent, là, on est sur un niveau de taux, effectivement, entre 3 et 4%. Si jamais des assureurs aujourd'hui achètent des obligations souveraines, que les taux venaient à rebaisser demain, la valorisation de ces obligations augmenterait mécaniquement. Et donc, du coup, les assureurs ont tout intérêt à les acheter aujourd'hui. Ils ont intérêt à cristalliser, mais comme les particuliers. Hein. Bien sûr. Obligations souveraines et obligations corporate. Bon, si on anticipe une baisse des taux, c'est-à-dire que les taux directeurs vont passer de 4 à peut-être 2,5 dans 18 mois. C'est un consensus. Donc, eh bien, cristalliser aujourd'hui sur une période qui est longue, 3 ans, 4 ans, 5 ans, des taux à 4, permet d'anticiper la baisse future des taux directeurs. Et donc, c'est très simple, hein, le particulier doit se poser la question suivante. Je préfère avoir du 3% ou du 2% ? Je préfère avoir du 3%. C'est la raison pour laquelle, à risque équivalent ? À risque équivalent, hein, puisque bien sûr, il y a le risque d'émetteur. Donc, et puis il y a la duration aussi. Donc, la durée pour laquelle l'obligation a été mise. Si je préfère avoir du 3, donc plutôt que du 2, qui va acheter mon obligé à 2 ? Mécaniquement, la valeur faciale de l'obligation va descendre. Bien sûr. Quand il y a une hausse des taux, donc il y a une baisse de la valeur des actifs obligataires qui ont été émis avant la hausse des taux. Et quand il y a une baisse des taux, il y a une hausse de la valeur de l'obligation qui a été achetée. Raison pour laquelle les assureurs aujourd'hui veulent se constituer à bon compte des paniers obligataires qui vont permettre de redorer un peu leur blason et de reconstituer des réserves. Donc les taux bonifiés, c'est un moyen de se créer des liquidités et de collecter des liquidités pour aller acheter effectivement ces obligations qui vont offrir le rendement de demain, par exemple. Exactement, et de permettre à l'actif garanti d'avoir une rentabilité qui soit un peu supérieure à celle qu'on a aujourd'hui. Mais je crois que sur le marché obligataire, après nos analyses, on a un peu plus, sur les obligations, on a un peu plus de 3% de rentabilité encore. Mais alors, pour bien comprendre, pour que tous ceux qui nous écoutent comprennent bien, on n'a pas de boule de cristal, Benoît Lombard, mais on a vu des fonds euros qui rémunéraient très peu. On était sur du 0, 0,5, 1%. Si aujourd'hui, on achète des obligations dans un contexte de taux élevés et que demain, les taux baissent, est-ce que on va revenir sur des fonds euros qui ne rémunèrent plus, ou est-ce qu'il faut se dire que sur les 10 prochaines années, si les assureurs collectent suffisamment aujourd'hui, on aura du fonds euro qui rémunérera ? Mais tout dépend des taux futurs. D'accord. Ce qui est certain, c'est qu'on a connu une lente érosion de la performance des fonds euros à tel point que ça ne couvre pas de l'inflation. On a vu en 2022 une forte baisse donc de rentabilité des fonds euros versus l'inflation. Même si jamais il y a une hausse de la rentabilité, parce qu'on était en dessous de 2,92 de mémoire, tandis qu'on était bien en deçà en 2021. En 2023, on va voir ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'on va faire les assureurs ? Les assureurs, ils vont puiser dans leurs réserves. Les réserves globales, participation pour excédent, participation pour bénéfice, plus-value latente, réserve de capitalisation, c'était à peu près 14% fin 2021. Fin 2022, on était à un peu plus de 11%. Bien sûr. Oui. Donc une baisse de 22% du stock des réserves. Qu'est-ce qui va se passer en 2023 ? On attend les résultats des assureurs pour essayer de juguler la baisse relative de leur portefeuille. Ils vont puiser dans leurs réserves pour avoir un taux de fonds euros compétitif. Mais ils ne pourront pas le faire encore pendant 4-5 ans parce qu'il n'y a plus à avoir de réserve après. Donc ils ont besoin de reconstituer aujourd'hui un gisant de réserve, raison pour laquelle ils offrent un bonus. Rapidement, sur les unités de compte, est-ce qu'il y a des stratégies particulières aujourd'hui sur l'assurance vie, ou ça dépend vraiment de son profil de risque ou son profil d'investisseur ? Pour moi, mieux qu'un fonds en euros, constituer un panier d'obligations corporate, vous allez avoir la rentabilité que ne veut pas vous donner le fonds euro pour le même niveau de risque, voire même un risque inférieur. D'accord. Là, ce n'est pas garanti par l'assureur, mais c'est bel et bien le gérant de l'unité de compte qui doit essayer d'être un peu plus malin que l'assureur dans le cadre de son fonds euro qui est sur un horizon long terme. Constituez-vous un panier d'obligations corporate, vous allez avoir une rentabilité sur des investment grade, vous êtes autour de 4,5-5, sur du high yield, 6,5-7, c'est plus risqué, un peu plus risqué, ouais. 6,5-7 sur un panier diversifié. Et là, on va avoir une rentabilité qui n'a rien à voir avec celle du fonds euro. On peut aussi regarder l'immobilier, puisqu'il y a une forte baisse. Et là, les SCPI n'ont pas descendu, n'ont pas eu la dégringolade la plus élevée, en tout cas pas celle qui est en phase avec le marché. Il y a des SCPI qui sont très bien comportés. Regardons aussi bien sûr le marché action sur du long terme. Et puis le private equity, toujours qu'on peut loger au sein du véhicule assurantiel, qui s'y prête bien, puisque c'est un investissement par hypothèse et par définition sur du long terme. Là, pour le coup, oui, c'est ça. Ce que j'allais dire, on est quand même sur du long terme, sur des investissements de long terme. Il faut l'avoir en tête, même si effectivement on peut faire des retraits sur son assurance vie. Si on va vers du private equity ou autre, il faut garder sur le long terme ce type d'investissement. Mais on peut, sur des contrats d'assurance vie moderne, choisir, sélectionner le fonds qu'on va désinvestir. Dès l'instant, on a besoin de liquidité. Si vous avez besoin de 100%, il est évident que cette question ne se pose pas. Si vous avez besoin de 10%, mettez vos 10% sur du fonds euro, une sécurité monétaire. Une sécurité monétaire, c'est pas idiot. Une sécurité monétaire, ça donne une rentabilité qui est supérieure à celle qu'on devrait avoir sur la moyenne des fonds garantis
au titre de 2023. Ce qui va offre un bon rendement aujourd'hui, peut-être pas idiot, mais on cristallise pas le taux là. Merci beaucoup Benoît Lombard de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président de Maison Laplace. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve dans l'œil du CGP. Et nous enchaînons à présent avec l'œil du CGP pour finir cette émission de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'être en plateau avec Régis Yankovici. Bonjour Régis Yankovici. Merci Nicolas, plaisir partagé. Bienvenue donc sur le plateau. Vous êtes fondateur et dirigeant de Luxavie.fr. Luxavie, spécialiste de l'assurance vie luxembourgeoise en ETF. On va essayer de dresser avec vous un premier bilan, ou en tout cas vos convictions en matière de bilan 2023 sur la bourse. Donc l'année dernière, plusieurs événements marquants selon vous. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette année boursière, Régis Yankovici? Alors c'est vrai, évidemment, il s'est passé beaucoup de choses en 365 jours, mais il y a trois événements qui me paraissent être intéressants lorsqu'on regarde le moyen et le long terme. La première chose, c'est pas très original, ça s'appelle l'intelligence artificielle, et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est dans une bulle ou pas? Est-ce qu'on va en parler dans les années à venir encore? Et l'idée qu'on s'en fait chez Luxavie, c'est qu'effectivement, bulle, il n'y a pas, parce que si on se base sur la théorie, l'étude des bulles historiques, c'est qu'il y a trois étapes dans une bulle. Il faut trois éléments pour constituer une bulle. Le premier, il faut qu'un élément soit captivant, déplace un peu les positions établies. Je crois qu'on peut le dire, on peut l'affirmer. Le deuxième, c'est qu'il faut des véhicules d'investissement. Là, on en a quelques-uns, par exemple des ETF. Mais la troisième chose, et là que nous n'avons pas, c'est un afflux de liquidités sur les marchés. Et jusqu'à présent... Oui, il n'y a pas eu d'afflux de liquidités sur la thématique. En revanche, ça a été une sorte on a regardé à la loupe s'il y avait des stratégies en matière d'intelligence artificielle dans des entreprises déjà cotées, pour le coup. C'est plus là où on a vu un game changer. Alors, pour l'instant, les trois gagnants de l'intelligence artificielle, c'est les puces, ceux qui font les semi-conducteurs, évidemment Nvidia, les agrégateurs de données, et encore que les Américains, parce que les Chinois, eux, c'est une révolution qui n'a pas encore tué la Chine. Bien sûr. Oui. Pensent les investisseurs. En réalité, c'est évidemment faux. Et la troisième chose, c'est toutes les entreprises au quotidien qui vont bénéficier de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est moins facile à voir. Alors nous, comme on est macro, puisqu'on fait de l'ETF, on ne descend pas jusqu'au niveau de l'entreprise, mais par exemple, si on prend Uber, 70 ou 75% de ses revenus passent dans la poche des conducteurs. Si demain, il n'y a plus de conducteurs, c'est juste extraordinaire. Alors ça, c'est l'intelligence artificielle. Vous avez noté deux autres événements marquants, donc on va traiter ensemble. Déjà, c'est tout simplement, effectivement, on a vécu au travers de la Fed et de la BCE pendant un an. Oui. Que regarde-t-on vis-à-vis de la Fed en ce début d'année 2024 ? Alors c'est un bon changement de sujet, parce que ce que je disais, c'est qu'il manquait la dernière pièce au puzzle pour faire une bulle, qui était un afflux de liquidité. La Fed vient de changer de paradigme. On était dans bien sûr. Higher for longer, et on est passé lower and sooner. Donc ça change très très vite, et on a vu les marchés qui ont réagi de manière extrêmement violente globalement, mais chose intéressante, c'est que les marchés obligataires à long terme ont réagi de manière encore plus violente et ont réalisé de meilleures performances que les marchés d'actions. Et en quelques semaines, on était encore, quand les taux à long terme étaient à 5%, on était au record depuis 20-25 ans. On a effacé tout ça, et en 6-7 semaines, on est revenu au taux d'il y a 2-3 ans. Donc les mouvements sont extrêmement violents, et la Fed va encore guider les marchés pour l'année prochaine. Moi, je suis relativement serein, parce qu'on n'a jamais vu une Fed remonter les taux d'intérêt durant une année électorale, sauf en 88, ça remonte pas mal. Dernier élément qu'on peut retenir également, c'est l'émergence d'une nouvelle génération d'investisseurs, rapidement. Je fais partie des personnes qui se plaignaient du niveau de compétences en économie, en finance des Français. Je trouve formidable ce regain d'intérêt des jeunes investisseurs. Ils ont entre 25 et 35 ans, ils se sont passionnés pour la finance grâce au Covid, ils ont eu du temps, grâce aussi à tous les influenceurs financiers, alors influenceurs et tous ceux qui font des blogs pour partager leurs convictions et faire de la pédagogie. Et je trouve ça formidable, parce que d'abord ils utilisent les ETF, et c'est très bien. Et j'ai envie de leur donner peut-être deux conseils, si j'ai 2 minutes. Très rapidement, plutôt 10 secondes. Mais ouais. Alors ayez conscience que vous allez passer par plusieurs étapes. La première, c'est vous pensez savoir, vous agissez, vous allez peut-être gagner, sans doute un jour perdre, et là vous connaîtrez ce que vous savez et ce que vous ne savez pas. La deuxième chose, classique, diversifier vos actifs, mais
diversifiez également votre source d'information et n'hésitez pas à payer pour l'information. Merci beaucoup, Régis Yancovici. Je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant de luxavi.fr. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.